Et d'entrée de jeu, Maman, je rappelais que il y a aussi les poursuites, c'est ce que j'ai rappelé donc d'entrée de jeu, les poursuites judiciaires engagées contre l'ancien président Mohamed Bazoum pour complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État, crime de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. Que comprendre par ces différents, j'allais dire, chefs d'accusation? D'abord, le complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État. Vous savez, le cas de Bazoum est un cas délicat du fait que c'est un problème qui est actuellement à la justice. Et il est bien clair de savoir que quand on renverse un président, c'est logique de dénoncer les raisons pour lesquelles il est renversé. Et quand vous écoutez certaines interventions du président, de l'ancien président Bazoum, lui-même a affirmé avoir libéré des terroristes qui ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité nigériennes. Ce qu'il ne fallait pas faire. Et je pense que même s'il le fait au solde de la paix ou de la conciliation de la paix, il serait bien de garder ce cas de fait dans le secret d'État. Ce que Bazoum n'a pas eu à faire. Or, il se réjouissait de vouloir ou bien d'avoir fait un acte de bravoure qui était de libérer des terroristes. Or, ces mêmes terroristes ont massacré, ont tué, ont pillé, ont violé des peuples nigériens auxquels Bazoum devrait normalement prêter attention et devrait faire tout son mieux pour les protéger. Parce qu'il savait très bien que c'était la France qui l'avait cautionné pour devenir président. Sachant bien qu'il n'a pas remporté les élections, sachant bien que Mais pourtant, pardon, monsieur, pardon, lui, Maman, n'était pas alors nigérien. que l'opinion internationale nous dit qu'il a été élu démocratiquement, c'est un président élu démocratiquement, vous vous dites le contraire, en fait. Nous avons dépouillé les bulletins, nous avons dépouillé les bulletins, nous avons constitué les TV. Nous avons eu à envoyer l'avocat, mettre le Rwanda au niveau de la CEDEAO. Je pense que c'est que la communauté internationale dit est carrément pas forcément, je dis, c'est pas forcément vrai. Ça peut ne pas être vrai, ça peut être vrai, mais c'est la communauté internationale. Elle décide ce qu'elle veut. Prenons l'exemple du coup d'État du 26 juillet. La communauté internationale avait condamné ce coup d'État, mais le revenu sur sa décision pour dire que bon, voilà, on laisse passer, bon, après on verra ce que ça va se passer. Donc la communauté internationale ne détient pas la vérité absolue. Bazoum n'a pas remporté les élections, il a été cautionné pour justement conserver son côté présidentiel. Il fallait conjuguer avec ses forces militaires étrangères. Donc je pense que c'est un héritage qu'il a acquis depuis l'installation de Mohamed Issou au pouvoir. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 aujourd'hui, cap sur Niamey au Niger avec Maman, Abdul Razak Djibriki, président de la Ligue panafricaine Umoja Niger. Bonjour Maman. Bonjour. Merci Maman, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau R7. Vous aviez été enlevé dans la nuit du 14 mai 2023 avec deux de vos collègues de la plateforme politique d'opposition Medina Africa. Je voudrais qu'on commence par là, question de permettre à nos téléspectateurs de vous découvrir, savoir qui vous êtes avant d'aborder la situation socio-sécuritaire actuelle du Niger, plus d'une année après le renversement de Mohamed de Bazoum, qui est désormais poursuivi pour complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État, crime de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme, après bien sûr la levée de son humilité présidentielle en juin dernier. Mais commençons, comme je l'ai dit, par votre arrestation arbitraire, les circonstances. Que vous reprochez-on? Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter quelques éléments qui nous concernaient justement. Et je tenais justement à saluer les téléspectateurs de DLR. Tout Merci. d'abord, comme vous l'avez dit, donc, moi, Jibriki Abdrazak est mon vrai nom, président du parti Ligue panafricaine Imoja, donc plutôt dissocié peut-être avec l'association Ligue panafricaine Imoja. Euh, à la veille, le dimanche, je crois, dimanche à 18h26, qui était du 14 mai 2023,
justement, nous avons été enlevés pour des raisons d'opinion politique. C'était au temps de Bazoum, avec mes deux confrères, Maman Nassirou, Lawali Mato et Abdelkader Dougoutassaou, tous membres fondateurs du mouvement Madina Africa, qui se définissait comme mouvement des actions des insoumis du Niger et de l'Afrique. Cette plateforme était un front de l'opposition qui devrait faire le jeu politique de l'opposition, dénoncer l'état de l'État, redonner l'orientation à la bonne gouvernance et surtout plaider le bien-être, le développement socio-économique de la population nigérienne. C'est puis notre travail, notre mission, nous l'avons exécuté avec bravoure en demandant et en dénonçant des insuffisances de l'État, mais aussi en proposant directement à l'État lui-même des solutions auxquelles il devrait prendre pour améliorer sa gestion. Mais malheureusement, ça n'a pas été vu ou entendu de cette oreille et ils ont préféré. Parce qu'à ce temps-là, au temps de la 7e République, ce n'est pas qu'une question d'orientation politique, mais c'est une gestion personnalisée où des individus, des personnalités politiques ne doivent ni prendre parole pour dénoncer, mais aussi pour la société civile qui était mutilée pour revenir sur un contexte de justice sociale et qu'on avait oublié depuis un certain nombre d'années. Donc, notre arrestation avait fait cas de tous ces éléments où on nous a accusé d'être en complicité avec Wagner de la Russie pour renverser le président Mohamed Bazoum. Mais bon, c'était des opinions politiques, c'était des agissements politiques que nous avons compris. Et nous avons passé nos 11 mois de prison. Après, bon, nous sommes sortis, où le dossier était carrément vide. Il n'y avait pas d'éléments, où l'État a décidé de nous donner une liberté provisoire en attendant de voir plus clair la suite du dossier. Mais pour l'instant, je tiens à vous dire que l'arrestation a purement été politique et a été politisée par Bazoum et ses acolytes qui étaient au pouvoir, qui ne voulaient nullement pas voir une résistance sortir ni de la politique ni de la société civile. Et alors, donc, on vous a sorti de prison sans procès, c'est ça? Nous sommes sortis sans procès parce qu'à la justice, quand on était parti, le dossier était vide. Donc, il n'y avait rien dans le dossier. Et comme je vous disais tantôt, c'était une arrestation politicienne. Et c'est bien normal, un dossier politique qui n'est pas assez préparé devra se retrouver maintenant sans éléments. Et nous sommes partis à la justice sans éléments. C'est bien logique que le juge a décidé de nous donner la licence de liberté provisoire. Donc, c'était son jugement, aucun élément juridique vraiment, et surtout en charge à notre faveur. Alors, votre mouvement s'est aussi illustré dans l'opposition à l'installation des troupes militaires étrangères à Niamey. C'est bien cela? La revendication de ce front Madina Africa et surtout de la Ligue panafricaine immédiate depuis un certain nombre d'années était justement de faire partir toutes les bases militaires étrangères du Niger. Il fallait donner une confiance totale à nos forces de défense et de sécurité, donc FDS nigériennes. Il fallait justement revenir sur la justice sociale et la redistribution de biens. Parce que nous avons, depuis un certain nombre d'années aussi, vu l'extraction du pétrole et l'exploitation du pétrole au Niger, malgré que l'uranium était bien avant, dans les années 60, exploité, mais le pétrole était récent. Or, le pétrole, aujourd'hui, constitue la base fondamentale de l'économie nigérienne dans les transports, dans les transformations, dans l'électrification. Or, la population nigérienne ne bénéficie malheureusement pas de toutes ces ressources énergétiques que possède le Niger, mais malheureusement, l'État ne voulait pas entendre de cette oreille. Et je crois qu'en ce temps, en 2013, en 2015, 15% du pétrole brut du Niger revenait au Niger, ce qui n'est pas du tout logique. Les 85% sont utilisés, exploités, redistribués entre quelques personnalités politiques. Ça ne devrait pas être. Le peuple nigérien a droit à une harmonisation de sa vie, mais il ne la voit pas à travers justement la redistribution des richesses, parce qu'on ne demande pas de donner l'argent, mais il suffit de faire des infrastructures permettant de bien vivre, donc de permettre à la population nigérienne de bien vivre, de mieux acheminer leurs marchandises de manière la plus adaptée possible. Mais ça n'a jamais été le cas. Prenez l'exemple de 2011 à
2023, il y avait eu l'exportation de 144 tonnes d'or, où le Niger n'a bénéficié que de 1 tonne 44. C'est pas logique. 142 tonnes, 65 qui sont disparues de la nature. C'est pas du tout logique. C'est des dénonciations comme ça qui nous avons amené, et surtout la gestion de l'État qui n'était pas aussi de manière transparente, où l'opposition n'était pas dans ses droits, n'était vraiment pas une opposition. C'était une opposition figurante qui ne possédait rien de son nom d'opposition. Et l'État voulait jouer sur la scène politique seul et sur la scène internationale seul, et ça ne doit pas possible. C'est pas pour rien que l'opposition est devenue une institution étatique, c'est pour réguler le fonctionnement de l'État. Et nous avons à dénoncer tous ces états étatiques que, justement, au temps de Bazoum, les gens là n'ont pas voulu écouter ça de bonne oreille. Alors, puisque vous vous opposiez donc à l'installation des troupes étrangères dans votre pays, mais vous n'avez pas été entendu de cette oreille, bien entendu, puisqu'après les troupes se sont installées, comment est-ce que le gouvernement, j'allais dire, le pouvoir Bazoum justifiait cette installation des troupes étrangères? Sinon, bien avant Bazoum aussi, je crois. Je crois que Bazoum était obligé de le suivre parce que c'était un héritage politique qu'il a hérité du président Mohamed Issoufou. Et quand vous regardez un peu l'historique, c'est qu'au lendemain de l'installation de Issoufou au fauteuil présidentiel au Niger, il a fait venir des Français d'abord pour ce qu'on appelle la coopération militaire. Or, c'était une coopération qui datait de 1960, depuis l'indépendance. Or, cette coopération avait normalement des objectifs bien définis, mais aussi des règles d'installation et de délai de travail. Mais tout cela n'a pas été respecté. Donc, Bazoum a hérité de ces faits et il a voulu continuer. Malgré qu'avec avec le temps, il a voulu c'est que c'est des tâches de cette danse occidentalisée, mais ça a été compliqué pour lui parce qu'il savait très bien que c'était la France qui l'avait cautionné pour devenir président. Sachant bien qu'il n'a pas remporté des élections, sachant bien que Mais pourtant, le pardon, président pardon, lui, Maman, n'était pas alors nigérien. que l'opinion internationale nous dit qu'il a été élu démocratiquement, c'est un président élu démocratiquement, vous vous dites le contraire, en fait. Nous avons dépouillé les bulletins, nous avons dépouillé les bulletins, nous avons constitué les TV. Nous avons eu à envoyer l'avocat, mettre le Rwanda au niveau de la CDAO. Je pense que c'est que la communauté internationale dit est carrément pas forcément, je dis, c'est pas forcément vrai. Ça peut ne pas être vrai, ça peut être vrai, mais c'est la communauté internationale. Elle décide ce qu'elle veut. Prenons l'exemple du coup d'État du 26 juillet. La communauté internationale avait condamné ce coup d'État, mais le revenu sur sa décision pour dire que bon, voilà, on laisse passer, bon, après on verra ce qui va se passer. Donc la communauté internationale ne détient pas la vérité absolue. Bazoum n'a pas remporté des élections, il a été cautionné pour justement conserver son côté présidentiel. Il fallait conjuguer avec ses forces militaires étrangères. Donc je pense que c'est un héritage qu'il a acquis depuis l'installation de Mohamed Issou au pouvoir. D'accord, tout à l'heure, on va revenir sur le cas à Mohamed Bazoum, mais parlons d'abord de l'uranium. En juin dernier, évidemment, le Niger a retiré donc au groupe français Orano son permis d'exploitation d'uranium. 15 jours après, c'est la compagnie canadienne Goviex qui s'est vue également retirer son permis d'exploitation d'uranium. Est-ce qu'on peut penser là à une nouvelle orientation de la politique économique du Niger? En tant que panafricain, je pense que c'est logique que nos ressources soient nationalisées. Il n'est pas concevable que nous continuons à vivre cette époque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme que vivaient nos grands-parents depuis des années. L'un des principes, ou bien l'un de, des points de convergence de tout panafricain, c'était d'abord de s'auto-autonomiser. Or, c'est ce que le Niger cherchait à faire. En nationalisant, en retirant le contrat, la bonne chose à faire, c'est de nationaliser toutes les potentialités nigériennes. Et ces potentialités pourraient nous permettre justement à mettre en valeur l'économie, surtout mettre l'accent sur l'harmonisation et le développement de la base au sommet. Sans cela, je pense que nous aurons toujours ces problèmes de sous-développement que nous chante cette communauté internationale et autres institutions internationales
ça ne va jamais finir de nous suivre. Alors, la rupture de contrat de toute cette société occidentalisée, il est important de le comprendre que c'est de la façon positive et c'est de manière la plus simple, la plus juste de donner aux Nigériens ce qui est le droit. Mais parce que dans certains médias, il ressort que le Niger rend ses, disons, résilie un peu ses contrats, retire évidemment ses permis d'exploitation à des entreprises, bon, disons occidentales, à des entreprises occidentales pour finalement les céder à d'autres, comme ils disent eux-mêmes le terme qu'ils utilisent, à d'autres maîtres. On a parlé de l'Iran, on a parlé de la Russie. C'est bien cela. Vous savez, le Niger, comme l'avait souligné beaucoup d'entre nous, le Niger est un pays souverain. Et si nous voulons garder notre indépendance, notre intégrité, ça serait bien de choisir des partenaires justes qui seront prêts à défendre la valeur et l'intérêt du peuple nigérien. Je sais qu'en politique, tout est question d'intérêt. Mais le Niger doit aussi se lancer dans cette politique de défense d'intérêt national. Si le plus disant donnera pour acheter nos matières, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on les vend, que ce soit à la Russie, à la France ou aux États-Unis. Mais il fallait que ça soit une coopération gagnante-gagnante où les gens ne sont pas exploités. Vous avez parlé de l'uranium comme exemple. Vous savez que depuis des années, le Niger n'a jamais profité de l'uranium nigérien. Le pétrole que nous avons eu à avoir, vous savez que les Nigériens n'ont pas profité de ce pétrole parce que le pétrole est vendu au Nigeria. Vous savez que le pétrole était distribué entre quelques. Quand on sort d'une plateforme, on dit on a quitté un autre dirigeant pour être à une autre puissance. Tous les pays sont puissants à leur égard et je pense que le Niger est puissant à sa façon parce qu'il détient des matières énergétiques et stratégiques. Maintenant, quitte aux Nigériens et aux dirigeants nigériens de faire la politique du développement pour choisir les partenaires prêts à acheter à être le plus disant envers nos matières premières. Donc, je ne vois pas d'inconvénient. Ça ne veut pas dire que nous avons quitté la France pour aller à la Russie. Non, c'est une question de coopération. C'est une question gagnant-gagnant qu'il fallait choisir. Et on choisit le plus disant. Et donc, sur le terrain, il y a déjà des effets, c'est ça, positifs, de cette nouvelle orientation économique. Aujourd'hui, nettement, mais malgré qu'avec les différents embargos que nous avons eu à affronter, le peuple nigérien était resté beaucoup plus résilient. Aujourd'hui, nous sommes sortis forts et vraiment pas fragilisés de cette fermeture de frontières. Aujourd'hui, le Niger n'a pas beaucoup de problèmes. Nous avons à manger, nous avons à boire, nous avons tout ce qu'il y a de faire. Et l'avantage du Nigérien, c'est qu'il a toujours produit ce dont il a besoin localement. Alors, quand vous prenez aujourd'hui, rien qu'avec l'avènement de ces autorités nouvelles, le pétrole a baissé de prix. Nous n'avons pas connu une baisse de prix du pétrole depuis 90, depuis 99, 2003, 2005. Depuis ce temps, le pétrole ne fait que grimper. Or, nous avons aujourd'hui de l'exploitation. Quand vous prenez par exemple de l'électricité, ça fait combien d'années nous n'avons pas, ou combien de mois nous n'avons pas eu de coupure d'électricité? Depuis l'avènement du coup d'État, l'électricité est rétablie au Niger. Nous n'avons pas de problème d'électricité alors que nous consommons que de l'électricité nigérienne. Avec l'installation de la nouvelle politique énergétique du gouvernement, nous avons à mettre en place des infrastructures solaires qui vont nous permettre d'avoir une autonomisation énergétique. Et aujourd'hui, ça va. Au moins, l'électricité, l'électrification familiale est assurée en attendant de voir comment mettre les moyens pour avoir l'énergie industrielle. Mais le Niger est impacté par le baisse des prix. Par exemple, vous prenez le cas d'engrais. On est en saison pluvieuse où les paysans, plus de paysans, d'abord 90%, 92% des Nigériens sont des cultivateurs. L'engrais qui se vendait à 37 000 francs au temps de Bazoum, aujourd'hui est vendu à 5 000 francs en plus promotionnel. Le riz qui se vendait avec le coup d'État à 18 000, dans certaines localités, ça se vend aujourd'hui à 13 000 en prix promotionnel. Le riz qui se vendait à 1250 la tasse, quand vous passez en prix promotionnel, le sac de 50 kilos se vend aujourd'hui à 13 500. Donc, c'est un impact positif malgré
ces mutilations, si vous voulez, tous ces embargos qui ont été placés pour le Niger. Mais malgré ça, le peuple nigérien est en train de constater la bonne foi de ces autorités en baissant surtout les prix de certains produits de base. Alors, on va parler un peu du terrorisme, évidemment, de ces groupes qui sévissent au niveau du Sahel. Est-ce qu'on peut penser que finalement, ce sont ces matières premières qui attiraient ou qui continuent à attirer, puisque ce n'est pas encore fini, j'allais dire la convoitise de ces groupes terroristes? Bon, ça, vous savez, dans la géopolitique internationale, il est de montrer que là où il y a de la richesse, il y a toujours de déstabilisation. Le Niger ne fait pas d'exception. Nous avons eu à avoir pas mal de problèmes qui étaient devenus au Niger. Mais les cas de terrorisme au Niger, c'était un truc séculaire qui passait pratiquement de 10 ans à 20 ans. Parce que le dernier acte terroriste qui était passé, c'était la rébellion d'Agadez qui a été résolue au sein de Tanja. Avec l'arrivée de Issoufou d'abord, c'était l'arrivée de Boko Haram qui était à ce temps-là un acte de déguerpissement de la population de Difa où la zone a été louée à l'Arabie Saoudite pour 105 ans. Boko Haram étant devenu plus fort, plus étendu, parce que c'était une zone riche, il fallait maintenant voir ce phénomène de manière plus grande et puis ça s'est étendu jusqu'à la frontière de Zander. Donc, Difa Zander, ça a un peu passé dans les différentes régions. Mais comme vous jusqu'à preuve de contraire, le Boko Haram n'a jamais été jusqu'au Niger. En 2023, nous savons que Boko Haram, logiquement, allait prendre fin et que, bon, voilà, il y aura la réhabilitation de certaines populations de leur localité. Mais l'autre zone qui sera attaquée, ce sera celle de Tilaberi. Et Tilaberi, justement, nous avons eu à rencontrer autant de problèmes parce que la zone faisait frontière avec le Burkina et le Mali. Et quand on prenait le cas de Tira, c'est pareil. Aujourd'hui, le terrorisme a essayé, si vous prenez en comparaison de 2011, que Tanja est parti, de 2011-2016, il y avait une progression, une avancée significative de ce terrorisme. Et ça faisait autant de morts, ça faisait autant de disparus, autant de blessés, et autant de dégâts matériaux, voire des systèmes éducatifs carrément à terre dans deux localités, Tawa et Frontlaberi et Difa. Mais avec le temps, je crois qu'il était question de savoir qu'il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, Tilaberi était la seule zone où le terrorisme faisait plus d'impact. Mais malgré tout cela, il était question de savoir que la question de sécurité n'a jamais impacté de manière, je ne dirais pas trop négative, mais elle a aussi elle a, trop négative, mais elle a aussi fait disparaître le système éducatif de la zone de Jifa et de la zone de Tilaberi. Aujourd'hui, avec l'avènement de militaires au pouvoir, on a constaté quoi? Des réponses assez immédiates. C'était des réponses qui venaient à chaque attaque. C'était des chefs de commandement qui étaient ordonnés à prendre des responsabilités lorsqu'il y a des attaques, ce qui n'était pas le cas bien avant. Bien avant, quand il y avait des attaques, il fallait repartir à la présidence pour riposter. Mais aujourd'hui, c'est en train de donner un impact assez significatif et que c'est en train de se voir redresser. La seule zone où il y a plus d'attaques, c'est la zone de Tira, où la zone est plus aurifère, mais aussi c'est la zone la plus proche de la frontière, sur les trois frontières de l'AES, donc Burkina, Mali, Niger. Donc c'est bien logique que tant qu'il n'y a pas de coordination, ces zones pouvaient être impactées. Mais on a arrêté plus de 900 000 enfants qui n'ont pas été à l'école depuis le temps de Issouf, depuis 2011 jusqu'en 2023. Plus de 700 écoles qui ont été fermées, donc c'est bien normal. Ça a un impact significatif. Seulement, aujourd'hui, on est en train d'utiliser petit à petit le jeu sécuritaire. Et cet impact significatif est attribuable à l'armée nigérienne seulement ou bien à la conjugaison, bien sûr, des forces des armées de l'AES, les États de l'Alliance des Au États du Sahel. Niger, Au Niger, la grande partie de ces bravoures revenait au FDS nigérien parce que jusqu'à la preuve du contraire,
il n'y a pas assez de forces étrangères au Niger, que ce soit de l'AES, que ce soit étrangère. Alors, il y a des coopérations, comme nous le savons, il y a des coopérations entre les armées qui s'aident mutuellement et qui essaient de venir à bout, ou bien de mater, ou bien de tenailler le terrorisme au moment opportun. Mais là, au Niger, les forces de défense nigériennes ont fait de leur mieux et ce titre de sera attribué à tout gamin pour leur bravo. Et d'entrée de jeu, Maman, je rappelais que il y a aussi les poursuites, c'est ce que j'ai rappelé donc d'entrée de jeu, les poursuites judiciaires engagées contre l'ancien président Mohamed Bazoum pour complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État, crime de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. Que comprendre par ces différents, j'allais dire, chefs d'accusation? D'abord, le complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État. Vous savez, le cas de Bazoum est un cas délicat du fait que c'est un problème qui est actuellement à la justice. Et il est bien clair de savoir que quand on renverse un président, c'est logique de dénoncer les raisons pour lesquelles il est renversé. Et quand vous écoutez certaines interventions du président, de l'ancien président Bazoum, lui-même affirmait avoir libéré des terroristes qui ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité nigériennes. Ce qu'il ne fallait pas faire. Et je pense que même s'il le fait au solde de la paix ou de la conciliation de la paix, il serait bien de garder ce cas de fait dans le secret d'État. Ce que Bazoum n'a pas eu à faire. Or, il se réjouissait de vouloir ou bien d'avoir fait un acte de bravoure qui était de libérer des terroristes. Or, ces mêmes terroristes ont massacré, ont tué, ont pillé, ont violé des peuples nigériens auxquels Bazoum devrait normalement prêter attention et devrait faire tout au mieux pour les protéger. Donc, c'est des actes qu'il ne fallait pas faire. Pour les autres cas de dossier de Bazoum, haute trahison et autres, je pense que c'est aux autorités de mettre de compétences à la justice, de ressortir les éléments probants pouvant l'inculper ou le déculper par rapport à cela. De cela, donc, je ne peux pas trop me prononcer par rapport à la question. Mais tout de même, comment ça passe dans, j'allais dire, dans l'opinion nigérienne, ce procès qui s'annonce? Vous savez, comme je disais, Bazoum a traversé autant de problèmes qu'il voulut peut-être c'est des opportunités. De un, il y avait le premier dossier qui était de Bazoum, c'est lui qui n'était pas nigérien, mais il a réussi à surmonter ce dossier. Deuxièmement, pour nous, qui étaient de l'opposition, Bazoum avait truqué les élections, pas truqué, il a vraiment arraché les élections. Et maintenant, l'usage d'armes autres, ça c'est ce que j'ai dit. Mais pour l'opinion nationale, il est très clair que Bazoum doit juger pour l'acte qu'il a commis. Il a été utilisé par certaines personnalités politiques nigériennes, donc il ne peut pas faire grand-chose. Aujourd'hui, ce qu'il a à faire, c'est répondre devant la justice. Il a demandé à ce qu'il soit extradé à l'extérieur, dans une zone CEDEAO, mais ça ne pourrait pas être possible. La junte au pouvoir aujourd'hui, de l'autorité de la transition, doit mettre tous les moyens nécessaires pour faire lumière et surtout éclairer l'opinion publique internationale et nationale sur la question de haute trahison de Bazoum. Sans cela, je pense que la transition va faillir. Obligatoirement, il faut des notifications claires et il faut que les peuples nigériens comprennent que le dirigeant, Bazoum qui était, n'a pas joué son rôle de dirigeant à la défense du territoire national. Alors nous allons terminer par cette dernière question. C'est un peu ce torchon qui brûle entre le Niger et le Bénin. Nous avons suivi dernièrement des accusations fermes du général Tiani qui annonçait en substance que le Bénin serait devenu, comme qui dirait, une base arrière bon, de certaines forces nocturnes, il faut les appeler comme ça, pour attaquer le Niger. Qu'en est-il concrètement? Euh, vous savez, si le président Tiani l'a dit, c'est que c'est vrai, mais il faut comprendre que quand il y avait eu le renversement du président, de l'ancien président Bazoum, la première question était de faire partir les bases
françaises. En fait, c'était les bases militaires. Le militaire sur place, on cru que c'était les bases françaises. Mais partout, l'ambassadeur a été aussi poussé de force à quitter le Niger. Mais ce qui était euh, diffamatoire de la part de France, en faisant partir leurs troupes, elle a préféré les distribuer entre le Nigeria, Tchad et le Bénin. Dans les deux zones, Nigeria et Tchad, c'est des endroits où on ne peut pas directement attaquer le Niger, ou bien surtout Niamey, qui était la capitale, ou bien qui est la capitale, simplement. Mais aujourd'hui, à partir du Bénin, où Talon a préféré déposer les Français, ils étaient susceptibles d'avoir accès, surtout à frapper Niamey, soit par des ports, les ports drones, soit par la voie fluviale. Parce que c'était une zone qui était moins contrôlée avant. Donc, il fallait qu'il le serve de base arrière. Et à un moment donné, lui-même Talon a préféré, je ne sais pas si c'est racheter ou bien amener le terrorisme dans son pays, surtout dans le parc W, pour estimer, pour expliquer à la population locale. Donc, toutes ces tensions, même si il a accusé le Niger de ne pas vouloir ouvrir les frontières, mais talons, le Niger allait souffrir, le Niger, c'était les Béninois qui étaient plus problématiques dans les problèmes que le Nigérien. Mais sans cela, je pense que le Niger a le droit de bien vouloir défendre l'intégrité de son territoire et en fermant, y compris les frontières, et en rompant les liens de diplomatie avec Talon, qui n'était pas en bon temps. Jusqu'à l'arrivée peut-être de ces deux anciens présidents qui étaient venus comme Yahi, pour plaider la cause surtout l'ouverture des frontières et permettre surtout aux paysans béninois et nigériens et surtout la population de jouir de leur récolte de leur production. Je pense que la crise, elle existait et la crise, elle était voulue parce que nous ne pouvons pas vivre avec un voisin qui nous voulait du mal. Il fallait être rationnel. Merci Baman Abdou Razak Dibriki. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue panafricaine Umoja Niger. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur le plateau R7 et d'avoir échangé avec nous sur les questions, bien sûr, socio-sécuritaires de votre pays, le Niger. Une fois de plus, merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, juste vous rappeler de ne surtout jamais oublier de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partager massivement cette interview. Permettez-nous d'atteindre évidemment un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation, du sujet que nous avons abordé au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.